Salut la chaîne Lorcana, on est hyper fiers de vous annoncer que notre nouveau sponsor pour l'année 2025, c'est GameGenic. GameGenic, c'est une marque d'accessoires TCG qui font d'ailleurs des collaborations avec pas mal de TCG et qui sont d'une qualité évidemment exemplaire. On est très content qu'ils nous soutiennent pour cette année 2025 et on vous reparlera d'eux très prochainement. Petite vidéo pour faire un gameplay commenté sur Pixelborn. On va tester la liste du gagnant de Melbourne, cette liste Maui requin bleu-rouge, beaucoup plus axée sur le fait de gagner du lore rapidement plutôt que de contrôler la partie. On va faire d'abord une petite deck tech pour voir les différences entre bleu-rouge contrôle et cette liste-là. Et ensuite, j'irai commenter des parties que j'aurai record au préalable sur Pixelborn. Avant de passer à la suite, ça serait vraiment dommage de ne pas vous parler du tapis Label Carte édition 2025 série limitée. C'est un tapis numéroté en fonction du nombre de précommandes qu'il y aura sur ce produit. Les précommandes durent jusqu'au 7 mars. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, de soutenir notre projet Label Carte. Regardez, il est franchement magnifique. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, le lien est évidemment en description et vous pouvez bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, utiliser le code VALEPL 2025 pour avoir 5% de réduction sur le site lors de votre première commande. Je précise que dans la section Disney Lorcana, vous pourrez retrouver tous nos produits Lorcana. On a encore du chapitre 1 et du chapitre 6, mais surtout, au moment où je tourne cette introduction, il n'y a pas encore le chapitre 7, mais ça devrait pas tarder à arriver en précommande sur le site. Donc restez connectés, jetez un œil. Enfin, je me dois de vous rappeler qu'il y a 80 € à gagner tout au long du mois de février. C'est simple, pour participer, il vous suffit de commenter sur toutes les vidéos. Je tirerai au sort un commentaire sur l'entièreté du mois et les gagnants seront annoncés dans le premier podcast multi-TCG du mois de mars. C'est notre nouvelle manière maintenant de faire des concours avec la belle carte. Ça vous permet d'avoir un bon d'achat de 80 €, donc de faire un beau cadeau à quelqu'un et ça nous évite, nous, de faire gagner un booster dans chacune des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires de celle-ci. Peut-être que vous remporterez 80 € à utiliser sur notre site labelcarte.fr. Et maintenant, juste avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais vous révéler en exclusivité cette nouvelle carte du chapitre 7. Merci à Ravensburger de nous avoir permis de vous faire ce reveal. Ici, on a une Kida qui est 3-3 pour 4 ancrable, qui est hors d'atteinte et qui l'or pour 1. On peut l'engager pour regarder les deux premières cartes de notre pioche, en placer une dans notre réserve d'encre, face cachée, épuisée, et l'autre sur le dessus de notre deck. Ça ressemble un petit peu à Grand-Mère Thala, sauf que la carte, on la met pas en main, on l'épuise dans notre réserve d'encre. Il y a un petit côté bleu lumière aussi. On a des statistiques 3-3 pour 4 qui sont très proches de Grand-Mère Thala, mais la carte en plus est hors d'atteinte. Donc c'est une version alternative de ce qu'on connaît déjà dans le jeu. Peut-être que certains decks bleus voudront tester cette Kida qui nous permet globalement tous les tours de choisir une carte à mettre dans notre réserve d'encre. Ça revient globalement à piocher une carte tous les tours. Elle est hors d'atteinte, donc elle ne se fera pas gérer par un sort adverse. Par contre, effectivement, elle peut se faire challenger. Donc à voir si on arrive à lui trouver une place dans les decks les plus contrôle. En tout cas, la carte est très jolie, illustrée par Jennifer Park, si je dis pas de bêtises, et Leonardo Gamichele. Voilà, on est très content en tout cas de pouvoir vous révéler des cartes en exclusivité. J'espère que celle-ci trouvera grâce à vos yeux pour tous les joueurs de deck bleu. Bon, très rapidement, on va revenir sur la liste que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est la liste du gagnant du Lorcana Challenge à Melbourne, Dean Kang Pham. J'espère que je n'écorche pas son nom. J'ai fait du mieux que j'ai pu, évidemment. J'ai repris sa liste à la carte près, excepté deux petits ajustements. Il avait l'habitude, en tout cas dans sa decklist, de jouer 3 Grand-Mère Thala et 3 Flavor Sham pour laisser place à 2 libérés délivrés, qui à mon avis sont vraiment utiles dans le mirror pour pouvoir aller gérer le Maui requin adverse. Mais par contre, contre le reste du metagame, je pense que ces libérés délivrés sont pas forcément utiles. Et donc j'ai préféré faire une version hyper stack, hyper carrée, avec que des cartes en 4 exemplaires, et me passer de ces 2 libérés délivrés, en tout cas sur la session que je vous propose aujourd'hui. C'est une liste qui contrevient à ce qu'on avait l'habitude de voir en bleu-rouge, qui sont des versions très contrôle, avec des Sisu, avec des blocs de glace, avec des Tamatoa qui veulent aller vraiment en late game. Là, l'idée, c'est d'essayer de ramper le plus rapidement possible avec nos Azuritsi et nos Typos pour rapidement jouer des Maui requins, des Pirate Life et des MacDoc Manor et clore la partie le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment une autre orientation, une autre texture de partie de bleu-rouge et qui lui a permis de remporter l'événement. Donc vraiment GG à lui, assez impressionnant. En plus avec un petit peu un pied de nez par rapport à mon top et flop où j'avais malheureusement mis ce Maui requin en flop parce qu'il n'était pas présent dans toutes les listes de bleu-rouge et parce qu'il ne performe pas dans d'autres stratégies. Mais là, pour le coup, ça a été vraiment la carte de ce championnat à Melbourne. Et donc,
finalement, l'histoire m'a bien fait mentir. Donc, au niveau du reste de la decklist, on joue tout en x4, tout ce qui nous permet de récupérer du lore assez facilement. Les MacDuck Manor, les Goofy qui vont servir à la fois de petits trades sur le board en milieu de partie pour aller chercher les personnages adverses et récupérer du lore aussi. On a toujours les Maui aussi pour aller attaquer les lieux adverses et les créatures. Enfin, les personnages, on a toujours les brawls en gestion. Mais sinon, voilà, tout ce qui est Sisu, tout ce qui est carte de late game, Tamatoa, Maléfique Dragon, c'est ciao. La liste est extrêmement stable parce qu'on a un total de 8 non ancrables. Donc la liste fait toujours la même chose. Il vous suffit au mulligan d'aller chercher un tour 2 dans un tour 4. La plupart du temps, ce qu'on va chercher, c'est tour 1, glace à l'eau pour trouver au tour 3 un Flavor Sham qui fait piocher. Ou alors tour 2, une carte évidemment d'accélération dans Bleu Lumière qui va assez facilement nous permettre de jouer notre Maui Requin le plus rapidement possible. J'ai plutôt pris pas mal de plaisir à jouer cette liste-là, alors que historiquement je suis pas un grand fan de bleu-rouge, mais le fait que la liste soit plus proactive et permette de clore les games plus rapidement, ça m'a plutôt bien parlé. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur la decklist pour que vous sachiez de quoi on va parler. Maintenant, je vous laisse avec les games de Pixelborn. Allez, on est parti pour ce petit commentaire de game Pixelborn. On va directement lancer le petit record. Normalement, on devrait affronter un adversaire qui joue Amber Steel pour cette première. Et je vous ai écouté évidemment, il y aura bien 2 games commentés dans cette vidéo, bien sûr. Allez, on cherche un opponent, c'est parti. On fait les présentations et on affronte Pixelborn Kaz, avec un très joli tapis d'ailleurs. Adversaire très sympathique au demeurant. Les games sont fraîches là pour le coup. Je les ai joués il n'y a pas longtemps, donc je me souviens encore globalement de qui sont mes adversaires et surtout de quels sont les plays qui ont été joués. Allez, ça shuffle. Mais nous, on veut que ça avance. Voilà, je fais un mulligan. Je crois que je remove 2. Donc je conserve une main qui est plutôt bonne. De toute façon, dès lors qu'on n'a pas un accélérateur au tour 2, on va relancer la plupart des cartes de notre main. Je pense que si j'ai remove 2 ici, c'est que j'avais forcément Typo ou Mère Azurite. Sinon, le deck est pas vraiment fonctionnel si on rampe pas. Vu que justement, on met toute notre énergie à ramper vers Maui Requin pour générer beaucoup de lore. Si jamais on rampe pas et qu'on n'a pas tous les aspects contrôle de bleu-rouge classique, le deck fonctionne pas très bien. Mais bon, avec 8 cartes à 2, on les trouve assez facilement. C'est mon adversaire qui commence, comme en témoigne ici le petit cadre vert autour de sa caméra. Et il commence direct avec mon pire cauchemar, une Daisy Duck. Donc il est sur le play. Il commence contre bleu-rouge et il joue Daisy Duck tour 1. Ça commence du coup très très bien pour lui, très très mal pour moi. On va en créer un dingo. Ici, on joue une petite glace à l'eau. Je vous ai écouté aussi pour une deuxième chose, c'est-à-dire que j'ai changé mes sleeves noirs en des sleeves bleus grâce à mon partenaire GameGenic. Merci beaucoup à eux de nous suivre sur l'année 2025. Ce qui, du coup, rend les sleeves beaucoup plus lisibles sur mon tapis noir. Et là, il enchaîne évidemment avec la top sortie of the World, la version la plus agressive de son deck, avec donc Daisy Smee. Et en plus de ça, je miss le hit sur Daisy. C'est normal, cela dit, mon deck a pas énormément de personnages. Donc au tour 2, j'imagine qu'on va faire une accélération. Ça passe par une voguer sur la mer Azurite. On va pouvoir ancrer une carte de plus et avancer patiemment vers notre tour 4. Qui sera du coup notre tour 3, hein, pardon, notre drop 4 au tour 3. Là, pour le coup, l'adversaire a la liberté de prendre pas mal d'avantages en lore. Hein. Il a déjà gagné 2 de lore avec sa Daisy. Maintenant, il va pouvoir en gagner 4 de plus. Il est déjà à 6. Le tour d'après, c'est le tour 4. C'est probablement un tour de rampe ou un tour de grand-mère Tala. Donc, c'est encore 4 de lore que je pourrais pas aller chercher. Donc, mon oppo, là, il a théoriquement entre 10 et 14 de lore. Donc, je suis extrêmement en retard. Ici, il décide de jouer un pat, ce qui m'empêche du coup de jouer bleu lumière par exemple si je l'avais dans la main, mais qui par contre va me permettre de jouer grand-mère Tala. Donc en vrai, ce pat ici me dérange pas tant que ça. Il me dérange pas tant que ça parce que mon play c'est grand-mère Tala, parce que quand bien même j'aurais eu un bleu lumière dans la main, ce qui effectivement peut être sympa au tour 3, ce qui permet du coup de t'avancer vers Maui Requin dès le tour 4. Je pense que j'aurais quand même joué ma grand-mère Tala parce qu'elle m'offre la possibilité justement de chanter ce bleu lumière le tour d'après. Donc c'est un peu reculé pour mieux sauter. Cela dit, mon oppo est quand même très avantagé ici dans la course au lore.
Il décide de jouer une Ariel. Donc on voit que notre adversaire, il a une liste un peu personnelle. Il a un équilibre, en tout cas un mélange entre une liste mine, qui sont des stratégies plus offensives et qui mettent un peu de côté le côté chanteur et chanson, et une version justement chanteur et chanson, donc style son classique, de par la présence de ce rêve bleu et de Ariel. Mais il a quand même conservé la stratégie offensive avec les Daisy et les mines. C'est assez intéressant. Je miss une deuxième fois sur cette Daisy, donc décidément on est vraiment pas chanceux ici. On affronte un mauvais match-up sur la draw, qui fait sa meilleure sortie. Et en plus de ça, on a double miss sur la Daisy. Vraiment, cette game s'engage très très mal de mon côté. Donc là, normalement, je suis plus sous pit. Je vais pouvoir chanter bleu lumière si telle est ma possibilité. Je suis pas certain que je prenne cette option-là. De mémoire, je crois que j'ai un Maui dans la main et que je vais déposer du coup ce Maui pour aller taper la Daisy, et que je vais utiliser ma grand-mère Tala pour aller taper le SMI, parce que je suis tellement en retard en lore que j'ai vraiment besoin d'aller chercher ce SMI plutôt que de jouer un bleu lumière, parce que j'aurais pu décider de chanter avec grand-mère Tala bleu lumière. Il me semble que je l'ai en main, mais que c'est plus important pour moi de réfréner les dos de l'or de mon adversaire et de remettre à plus tard la stratégie rampe. Vous avez vu, on serre un peu les fesses ici. Notre oppo dépose Kaloun. Kaloun, c'est moins un problème ici. Voilà, j'ai bien le bleu lumière. Effectivement, je me souviens bien de ma main. Je jette toute ma main ici sur ce rêve bleu. Kaloun, c'est moins grave parce que ça prend qu'un seul de l'or, donc c'est relativement OK. On va se reprendre une main pleine. Donc je jette une bonne main, hein, cela dit, mais je jette un Maui requin, un Pirate's Life, un bleu lumière, un Flaversham et un dingo, ce qui est globalement exactement ce que j'avais envie de faire. Et là, mon oppo, en plus, il développe une deuxième Daisy. Ça va devenir très compliqué cette histoire. Plus une Lilo. Donc là, sur le board, il a théoriquement 7 de l'or et il est à 10. Donc il va falloir forcément que je réponde ici. Et là, de mémoire, mon tour, il est assez simple. J'ai repioché 2 brawls dans cette main à 7 grâce à ce rêve bleu. Je crois que c'est le meilleur play ici d'aller chercher la Ariel. Que je pourrais d'ailleurs soigner ce Maui avec une glace à l'eau. C'est probablement le play que je vais faire, j'ai plus trop le souvenir. En tout cas, là, c'est le play que je me vois faire. Ça dépend aussi si dans ma main j'ai un Flaversham, mais je crois que c'est assez important de garder ce Maui. Et je crois que je vais double brawl ici, c'est l'horreur à 2, pour lui laisser seulement, du coup, Pat et Kaloun. Ça l'obligera, s'il veut trader mon Maui, à mettre ses 2 cartes dans mon Maui et donc du coup à virer son board. On a enlevé Daisy parce que c'était la carte la plus problématique. Et je crois qu'ici on va vraiment encore une fois reculer le lore au maximum, et c'est-à-dire faire brawl sur la Lilo. Donc là, l'oppo maintenant il a plus que 2 de l'or et il est à 10. On va dire que ça va, j'ai bien tempéré ses ardeurs par rapport à la sortie très offensive qu'il a réussi à me faire. Je lui laisse l'opportunité d'aller trade Maui, mais c'est au prix de son board, littéralement. Et donc je crois que je suis assez content de cette situation-là. J'ai l'impression, ça y est, de sortir la tête de l'eau, de commencer à souffler et de revenir dans cette game. Wow, on prend un Gantu ici pour nous achever. Il prend le double trade, ce qui lui permet de générer 2 de l'or avec Kaloun. Et là, ce Gantu, on n'a pas de gestion ciblée à ce Gantu. Je joue une version sans libérer délivrer, qui aurait pu être une option. Donc il va falloir ou passer par un anti-bet de masse, ou alors développer du board qui pourra aller challenger le Gantu une fois qu'il aura pris ses 4 de l'or, mais ça nous met effectivement très, très derrière. On va pouvoir ici rejouer notre glace à l'eau, enfin en tout cas la glace à l'eau supplémentaire qu'on avait dans notre main, et on a par contre un Maui requin qui est développé sur le board. Oh, quelle histoire j'ai avec ce Maui requin, il me suit partout maintenant. Après l'avoir traité de flop, je me retrouve à le jouer. C'est une belle leçon finalement. Le flop d'un jour n'est peut-être le top du lendemain. Ok, ici du coup il décide juste de jouer une chanson pour mettre 2 sur Maui requin et piocher une carte. Il développe ici un piglet. Alors attendez, je m'épose. C'est intéressant parce qu'ici, il décide de ne pas engager Gantu pour ne pas me permettre d'aller chercher le trade avec Maui requin et de reprendre du coup une action, ce qui aurait été effectivement quelque chose de problématique pour lui. Cela dit, ça veut dire qu'il accepte de ne pas prendre de l'or et de rester à 12, alors que il est fort probable que dans ma main, j'ai
un be prepared qui soit capable de solutionner son board. Et donc je ne sais pas de son point de vue si c'est une si bonne chose de ne pas avoir pris ses 4 de l'or avec son Gantu, quand bien même je comprends qu'il veuille respecter mon Maui requin. Mais là, de mémoire, ça va me permettre de faire un tour qui est relativement correct, c'est-à-dire chanter Pirate's Life avec Maui requin, lui faire perdre 2 de l'or, prendre 3 de l'or et be prep. Alors je vois le futur, évidemment, c'est normal, j'ai déjà joué ces games, pour ceux qui débarqueraient maintenant dans la vidéo. Mais là, je commence à être dans un spot très confortable, c'est-à-dire que j'ai assez d'encre pour globalement générer les plays que je veux. Je vais stabiliser la game à un compte de l'or pour mon adversaire que j'estime relativement correct, c'est-à-dire que j'ai encore le temps de voir venir, même si mon oppo reset-up, je ne suis pas totalement hors de course. Et là, de mémoire, je crois que je demande à mon adversaire combien. Oui, il faut que je prenne le lore du mauvais requin. De mémoire, je demande à mon adversaire combien il a de cartes en main, et je crois qu'à ce moment-là, il me répond une carte en main. Et là, honnêtement, je sais plus ou moins que cette game est pliée, dans le sens où s'il a plus qu'une carte en main, non, voilà, 2 cartes en main, il a. Euh, non, voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi. Il a joué ses 2 cartes et ensuite il lui reste une carte. Et donc je vois qu'il a pas beaucoup de lore et plus beaucoup de possibilités. Il a pas de chanteur pour pouvoir rejoindre ce rêve bleu. Et moi j'ai globalement la main plutôt fournie, on dira. On va faire cette petite vision de l'avenir. Qu'est-ce que je prends avec cette vision de l'avenir? Je crois que j'ai un choix entre prendre un MacDuck Manor. J'ai plus le souvenir là. Bon, cette game elle est pas finie, il a encore un peu de ressources. Disons que je me sens devant à partir de là. Je pose bien ma main face visible à la caméra pour éviter que mon adversaire puisse penser à une potentielle triche. Essayez de faire ça autant que faire se peut sur Pixelborn, ça prouve votre volonté d'avoir une game claire et honnête. Et là, voilà, je décide de faire un MacDuck Manor. Je mets le petit dé sur le dessus de mon pack pour me rappeler de prendre mes 2 de l'or, hein, c'est intéressant. Et là, mon oppo ici, avec ces 2 personnages, il peut décider de prendre 3 de l'or, mais dans ce cas-là, mon MacDuck Manor ne subira aucun dégât. Et globalement, ça va me permettre de monter en l'or et de commencer ma stratégie un peu offensive. Il faut vraiment essayer justement de switcher la tempo avec ce deck-là, avec ce deck bleu-rouge, une fois qu'on a assez d'encre pour se le permettre. Et il décide ici de faire peut-être une bêtise, c'est-à-dire de développer plus de board, du board qui est peu significatif parce que malheureusement, Chienpo, ça ne développe pas de l'or. C'est une carte qui coûte assez cher mais qui fait que 1 de l'or. Et en plus de ça, il n'a pas pris du lore avec ses cartes parce qu'il a décidé d'aller taper dans mon manoir de Bixou. Alors, je pense que je ne sais pas de son point de vue à quel point c'est le bon play, mais disons que c'est très perdant sur un biprep parce qu'il ne solutionne pas le manoir, il n'a pas pris de l'or, et en plus de ça, il perd son board. Alors ça sous-entendait que j'avais le second biprep dans la main, mais c'est vrai que contre bleu-rouge, tu peux estimer que globalement, c'est pas très très dur à trouver, surtout dans cette version-là de Ding Kang Fam, je ne veux pas écorcher son pseudo, qui joue quand même beaucoup de cartes qui creusent dans le deck. Et si on compte le lore que Gantu aurait pu prendre, il serait donc à 14. Et si on compte le lore que là, il aurait pu prendre sans s'attaquer à ce MacDuck Manor, il serait à 17. Et je pense que dans sa situation, c'était mieux de faire la course plutôt que d'essayer de gérer le manoir. Ça solutionne probablement pas son problème d'ensemble dans cette game. C'est-à-dire que il n'a pas réussi à tuer avant que je puisse reprendre l'avantage. Mais à mon avis, c'est peut-être pas l'option la plus payante. Donc là, on se reprend une petite Lilo. Je vais pouvoir continuer à gagner 2 de l'or de manière assez tranquille. Là, on va jouer un Flavorsham, commencer à piocher des cartes, ce qui nous permettra d'avoir ou plus d'options pour clore la game, ou plus de réponses si jamais mon adversaire arrive à reconstruire. Et on va juste jouer un deuxième manoir. Ouais, ok, effectivement, on est plutôt très bien ici. Et là, le manoir, avec 9 de volonté, quand ton adversaire il joue jaune, c'est très compliqué à aller chercher, parce qu'il n'a pas beaucoup de statistiques offensives. Il fait l'effet de sa Lilo pour pouvoir la rejouer du cimetière, c'est plutôt bien vu. Et il va chercher une chanson ici.
Là, je suis à un stade de la game où je me sens relativement bien. Ok, il joue la carte qui permet de donner résiste à son board. Ça n'a pas trop d'application contre mon deck. Donc là, on récupère 4 de l'or directement. Ici, si jamais on arrive à passer le tour avec les deux Macduck Manor, donc Manor de Picsou, on passera à 16 de l'or, 17 avec Flavorsham. Bon, on est à peu près à un Pirates Life de gagner cette game. Je me souviens plus exactement comment on résout ça là par contre. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Ok, je fais un dingo sur une Lilo. Ça marche extrêmement bien parce que ça blesse assez peu mon dingo. Alors là, ouais, on va pas dire que c'est un rollback parce que j'avais pas lâché ma carte, mais je commençais à engager Flavorsham et je me suis dit que c'était quand même plutôt bête de prendre du lore avec Flavorsham dès lors que je n'ai pas joué ma vision de l'avenir qui me donnera peut-être plus d'indications sur le fait que je veuille lorer ou pas avec. Typiquement, si je trouve une glace à l'eau, j'aurais peut-être envie d'incliner Flavorsham après. Et là, on fait Brawl sur la Ariel. Pourquoi sur la Ariel plutôt que sur la Lilo? Parce que Lilo, ce n'est que du lore. Et quand mon oppo est à 12, alors que moi je suis à 14 avec ce board-là, je suis à peu près sûr de gagner la course. Par contre, ce qui pourrait me poser problème, c'est le fait qu'il soit capable de chanter des cartes. Et donc, du coup, de les jouer gratuitement par un, je ne sais pas exactement quelle suite de cartes il faudrait qu'il mette bout à bout pour revenir de mon board, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais il a une mécanique de comeback, ça passe nécessairement par un rêve bleu qui trouve d'autres cartes de gestion, et de par le fait qu'il n'ait pas payé ses cartes, avec Ariel, il aura la liberté d'en jouer plus. Donc voilà, je préfère enlever un de l'or plutôt que deux, mais en tout cas des possibilités de comeback en moins. Ça paraît faire sens pour 90% des gens qui regardent cette vidéo, je l'entends, mais le but de commenter des gameplay pixelborn, c'est aussi de tout suranalyser pour que les joueurs les plus casual ou les plus débutants puissent profiter de ce qui pour vous est de l'expérience acquise naturelle, et donc des plays qui paraissent totalement normales, mais qui pour beaucoup de gens qui débutent leur cana et qui regardent peut-être cette chaîne, pour eux, c'est pas forcément des plays qui sont évidents. Donc parfois, voilà, je me permets d'expliciter ce qui paraît logique pour tout le monde. Parce que finalement, si vous êtes un très bon joueur, vous n'avez même pas besoin de mon commentaire. Vous regardez juste la game et vous savez exactement tout ce qui s'y passe. Ok, donc là, c'est un peu la carte du désespoir. On fait les quêtes, comme on dit sur Magic Arena. On joue des cartes pour en piocher d'autres, pour voir un petit peu quelles sont les potentialités, mais il n'y a rien qui va m'empêcher de marquer mes 5 de l'or le tour d'après. Donc c'est un GG ici. Donc voilà, je détape, j'engage avec Flavorsham, on passe à 20 et c'est fini. Bon, c'était une game qui était assez cool dans le sens où elle était assez mal embarquée, je trouve, et j'ai réussi à faire une belle remontada. Ça s'est joué vraiment sur les 4-5 premiers tours, ça a été très clutch. Mon adversaire a eu une très bonne sortie sur le play, capable de générer beaucoup de l'or rapidement. J'ai eu une très bonne contre-sortie qui m'a permis de ramper et donc du coup de m'accélérer vers des gestions. Le Maui dans Daisy into Grand-Mère Tala dans Smi, suivi après ce rêve bleu de double brawl pour justement retarder au maximum son lore, a été salvateur. Mais c'est une game qui a vraiment switché entre je suis vraiment très derrière à je passe très devant. Et c'est pour ça qu'elle me semblait assez intéressante. Sur la fin de partie, on est ce qu'on appelle dans les mouvements, c'est-à-dire que la game elle est sécurisée depuis déjà 3-4 tours de mon côté, mais il faut que j'aille marquer les 20 de l'or pour que mon oppo la concède. Donc voilà, game plutôt intéressante. Historiquement, bleu-rouge c'est quand même assez favorable contre Amber Steel. On l'a bien vu hein, d'ailleurs à la texture de ce match-up là, dès lors qu'on reprend la main sur la game, c'est très très dur pour Amber Steel lui d'aller chercher du lore à distance, donc d'avoir de la reach pour pousser les derniers lore comme pourraient le faire les decks violets. Après, les versions mines sont très offensives, plus offensives même que le deck de mon adversaire qui était un peu dans l'entre-deux, et donc ils peuvent assez facilement nous prendre de vitesse. Donc voilà, ça reste faisable pour Amber Steel contre ce deck là. Allez, maintenant on va switcher dans une deuxième game. On affronte Pixelborn Crumple. Et j'ai montré d'ailleurs une partie de ma main. Ah, je monte ma main à mon adversaire. Tiens, faut que j'arrête de faire ça. Ah ouais, non, mais là je lui montre carrément toute ma main. Mon adversaire m'a rien dit. Peut-être qu'il l'a pas vu, cela dit.
Et de toute façon, c'est de ma faute, j'ai qu'à pas le lui montrer, mais je lui montre littéralement mon bip repair. C'est une catastrophe. Je viens de m'en rendre compte là, évidemment, à la revoyure avec vous, hein, évidemment. Je ne l'avais pas vu au moment de la game. Allez, on va avancer tranquillement. Donc, vous avez vu globalement ce que je gardais en main. Un drop 2, un drop 4 pour faire le pont, tour 2, tour 3. Bip Repaired, j'aime bien garder quand je sais pas ce que j'affronte. Finalement, j'affronte bleu-rouge, donc Bip Repaired, carte exécrable à garder. Mais je peux pas le savoir, on est en game 1. Hein. Mon oppo est sur le play. Je commence jamais sur Pixelborn. D'ailleurs, dans les tournois non plus. Peut-être que j'interroge mon karma là-dessus. Mon oppo commence par une glace à l'eau et probablement par une accélération au tour 2. Un typo, ce qui me met pas mal derrière dans le sens où il va avoir une carte de plus que moi grâce à Popcycle et il est sur le play, donc forcément sa rampe va avoir plus d'impact que la mienne dans le mirror, quoi. Pourra jouer ses plays impactants avant moi. Là, à ce moment-là, je me demande s'il est sur une version bleu-rouge classique, donc contrôle avec des 6 sous, des blocs de glace et compagnie, ou s'il est sur une version mirror, donc sur une version comme celle du gagnant à Melbourne. Ça change pas mal les choses parce que je pense que s'il est sur une version très contrôle avec des 6 sous et compagnie, ça me donne un net avantage. S'il est en version. S'il joue la même version que moi et qu'on est en mirror, eh bien je sais que ça va être la course, c'est le plus agressif qui l'emporte. Et le fait qu'il ait commencé lui donne quand même un petit avantage. Donc j'oscille entre j'ai potentiellement un bon match-up, donc c'est pas grave de pas commencer. Et en même temps, si jamais on a le même deck, je suis probablement un peu derrière. Pour l'instant, il ne joue que des cartes en commun. Et là, voilà, il me révèle un Goofy. D'ailleurs, s'il avait autre chose à ancrer, ça aurait été peut-être plus intéressant pour lui de cacher jusqu'au bout du bout le fait qu'il était sur cette version-là. Peut-être qu'il n'avait pas mieux à ancrer. C'est vrai que Goofy est une carte qui n'a pas beaucoup d'applications dans ce mirror-là, si ce n'est pour aller chercher des typos for value. Bon, il me révèle Goofy, je sais qu'on joue un mirror, du coup je me sens pas tout à fait frais, parce que là je vais juste littéralement faire la même chose que lui, mais un tour plus tard, et sans le pop cycle du début. Donc là, grand-mère Tala, hein, classico. Ok, on va prendre le lore avec typo. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi je prends l'or avec typo? Pardon. Les gens ils vont se demander, et ils auront raison de se demander, pourquoi on prend l'or avec typo ici, alors que l'adversaire il peut venir grand-mère Tala dedans, et donc du coup prendre un trade for value. Eh bien tout simplement parce que déjà il faut savoir que le typo de notre adversaire ne traite pas le nôtre, et que comme je vous l'ai dit, à mon avis, je n'ai pas fait le mirror avant de faire ce match-là, mais j'ai une analyse de texture de partie correcte à l'Orcana. Je suppose quand même que dans ce mirror de deck un peu burn, c'est celui qui va prendre le plus de l'or le plus rapidement possible et celui qui va faire la course le plus vite qui va remporter la game. Je crois qu'il n'y a pas trop d'intérêt de grinder ou d'essayer de battre tout le deck de l'adversaire. Donc, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas envie de venir prendre des trades. Première chose. Seconde chose, quand bien même le trade serait très à l'avantage de mon adversaire, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre grand-mère Tala dans typo, ça me permet quand même de reprendre l'avantage dans la game s'il le fait, parce que ça veut dire qu'il n'utilise pas sa grand-mère Tala pour chanter Bleu Lumière, ce qui est hyper impactant en termes de séquençage de play. Globalement, tu veux tout le temps faire tour 2 typo ou Azuritsi, tour 3 grand-mère Tala, et tour 4 je chante avec grand-mère Tala Bleu Lumière. Et là on est dans le spot où si jamais il décide de grand-mère Tala de challenger typo avec sa grand-mère Tala, bien dans ce cas-là, il ne chantera pas son Bleu Lumière, ce qui moi me permettra à mon tour de chanter mon Bleu Lumière avec ma grand-mère Tala, puisque moi j'irai pas du tout trade son typo, et donc du coup de reprendre l'avantage en termes de cartes ancrées, un petit peu comme si j'avais inversé le fait qu'il ait commencé la partie. Donc ici globalement je suis assez safe à prendre ce lore avec typo pour continuer à mettre en place la stratégie de faire la course, parce que je sais que dans tous les cas, il ne viendra pas le trade, et si jamais il venait à le trade, ça serait potentiellement une perte de tempo pour lui. Pareil, ça peut sembler évident pour plein de personnes, je précise quand même. C'est une vraie question que je me suis posée pendant la game. Est-ce qu'il faut que je prenne le lore avec ce typo? Et ma réponse a été oui, effectivement, parce que par anticipation, je savais qu'il allait chanter son Bleu Lumière. Et si jamais il ne le chantait pas et qu'il prenait le trade avec typo, bah c'était une situation très favorable pour moi, parce que moi, j'allais pouvoir chanter avec grand-mère Tala et prendre un avantage dans la game. Donc là, il réfléchit à ce qu'il souhaite ancrer. Donc il a la carte ancrée de Bleu Lumière classico.
Donc il joue un Flaversham ici avec une glace à l'eau, donc il fait vraiment une sortie qui est très très bonne à côté de moi, dans le sens où moi je peux pas m'offrir la possibilité de faire un Flaversham parce que j'ai pas d'objet. Et c'est la problématique de ce deck là, c'est que ce deck là n'a pas d'objet. Voilà, on joue 4 glaces à l'eau, 4 Flaversham, donc si t'as pas la pièce A et la pièce B, bah ta glace à l'eau elle fait pas grand chose si ce n'est prendre des value trade on dira, et ton Flaversham il fait littéralement rien du tout. Ça va que c'est une carte en crabe donc c'est ok. D'ailleurs, peut-être pour ça que dans la liste de DKP, il a décidé de jouer que 3 Flaversham. Ça me faisait quand même un peu mal, mais c'est peut-être entendable. Ok, donc moi, pareil, je vais chanter avec ma grand-mère Tala, hein. On est sur un gameplay symétrique, mais un peu asymétrique, dans le sens où lui, il a eu un power play de Glacial au tour 1 dans Flaversham tour 3. Tour 4, pardon. Donc là, je fais développe ton cerveau. C'est un peu naze de faire ça ici parce que ça solutionne pas mon problème à la fois de perdre la course sur le board et à la fois de perdre la course à la value parce que moi j'ai pas d'objet et pas de Flaversham. En plus, c'est une carte que tu es content de jouer quand tu as un Maui requin pour générer du lore passif. Bon, là, je suis quand même un peu pas bien. Je décide de faire ce petit dingo parce que je me dis que j'aurai beaucoup de mal à le rentabiliser plus tard. C'est pas une super bonne carte du match-up. Donc s'il m'offre un typo un peu gratuit ici, je vais le prendre avec ce dingo pour prendre 2 de l'or. Cela dit, je sais que derrière, ce dingo, il va se faire attraper par Grand-Mère Tala. C'est pas tant gênant parce que cette Grand-Mère Tala, moi, je pourrais aller l'attraper avec mon typo. C'est de l'anticipation, là. On fait un peu des échecs, hein. L'idée, c'est d'essayer de deviner quels sont les plays de l'adversaire, lire au mieux, en tout cas, le jeu de l'oppo. Et comme je sais qu'il joue le mirror, il n'a pas de gestion clean. Donc il n'y a pas de spell gris qui pourrait invalider ma séquence un peu d'auto-battler. De ok, je prends typo, du coup avec Tala il va prendre dingo, du coup moi avec mon typo je vais prendre sa Tala. Bon bah dès lors qu'il n'y a pas de spell gris qui pourrait gérer mon typo, je sais que mécaniquement ça va se passer comme ça. Et ça se passe comme ça, hein. Mon oppo vient chercher dingo sans, sans surprise. Et il va chercher, enfin il joue un MacDuck Manor. C'est relativement fort ici parce que ça me demande spécifiquement de jouer Maui pour aller taper dans Manoir, dans Manoir avec Grand-Mère Tala. Ce qui sous-entend du coup que je ne peux pas utiliser mon Maui pour attraper son Flaversham. Alors son Flaversham sur le board, il n'est pas trop impactant pour l'instant, mais s'il retrouve une glace à l'eau, je m'en voudrais énormément. Donc là, j'ai un Maui dans la main. Donc plutôt que de développer un play proactif, il m'oblige à développer un play réactif. Et là, du coup, c'est un peu le dilemme. Est-ce que je gère le manoir ou pas? Et je décide de prendre le parti de gérer le manoir parce que sinon, je lui donne un bip-repert qui est beaucoup trop impactant. Alors, ok, je peux décider d'aller taper ce Flaversham et prendre un de l'or, ou alors juste mettre 3 dans le manoir, ce qui aurait pu être la seconde ligne de play. Ce qui veut dire du coup que j'interdis le fait qu'il pioche une glace à l'eau pour générer encore plus de CA. Mais en même temps, je me dis, s'il a juste bip-repaired, mon play devient exécrable, il rase ce board, il repart avec un MacDuck Manor et je rattrape jamais cette course-là parce que ce sera très difficile de mettre 9 de patates sur le board pour pouvoir aller chercher ses manoirs. Donc je prends la ligne qui reward moins son bip-repaired à l'instant T. J'ancre moi-même mon propre manoir, là j'ai pas trop la liberté de le jouer et il faut que je monte un petit peu en encre. Et il trouve une glace à l'eau, donc je suis puni et en même temps, s'il a un bip-repert dans la main, je suis quand même gagnant dans l'équation. Mais effectivement, là, ça me met extrêmement mal. Mon adversaire a vu 5 cartes de plus que moi dans cette game parce qu'il a fait une glace à l'eau au tour 1 et qu'il a pu utiliser 2 triggers de Flaversham. Donc il est très en avance ici. En plus, là, il fait un bleu lumière pour continuer à générer à la fois de l'encre et de la value. Par contre, les encres de mon oppo ne sont pas à jour. Là, il doit être à 8 encres. Je crois que je le rappelle à un moment dans la game. Voilà, je le rappelle à ce moment-là. Et il a pu ajuster. Ah, il est à 7 d'encre, pardon. Pareil, je vais chanter Bleu Lumière avec Tala et probablement manger son Flaversham avec Maui, mais il a déjà fait trop de dégâts ce Flaversham. Il a fait piocher 4 cartes, ce qui est quand même très compliqué. Donc là, Maui prend Cham, c'est normal. Et là,
Attention, mon oppo, il a plus de cartes en main que moi. Beaucoup plus, parce qu'il a Flavor Sham avec double glace à l'eau. Mais à ce spot de la game, je commence enfin. En fait, il faut sentir les moments où ça tourne un peu. Il faut sentir le moment où tu sors la tête de l'eau et où c'est toi qui imposes le rythme. Et à ce stade de la game, de par le fait que sur le board, j'ai 2 personnages et lui 0, et que j'ai une encre de plus que lui, je me dis qu'avec le départ qu'on a eu, qui était une espèce de départ symétrique, mais asymétrique, parce que lui avait quand même un peu de value d'avance, et surtout du fait qu'il ait le play, le fait que je me retrouve avec plus de personnages et avec une encre de plus, je me dis finalement, je suis pas si mal payé actuellement, je suis peut-être en train de la remonter cette game. Le problème, c'est que la main de mon oppo, pour l'instant, est composée de 5 cartes, je crois, là où moi, je dois avoir quoi, 2-3 cartes, pas bien plus. Et je suis obligé... Ah ouais, c'est catastrophique. Ok. À ce moment-là de la game, je fais une erreur. Je vais vous décrypter ça, je me souviens. En gros, quand je fais bleu lumière, les 2 cartes que je vois sur le dessus de mon pack, c'est un Maui requin et un MacDuck Manor. Et je me dis que cette game, je la gagnerai finalement par le fait qu'un requin va rester sur le board, donc ce qu'on appelle sticker, va stick, et que je vais pouvoir ensuite enchaîner des actions pour prendre du lore à distance. Je me dis, dans tous les cas, le deck ne tue quasiment que comme ça. Donc il faut absolument que je profite de ce Maui requin qui m'a été trouvé avec ce bleu lumière. Et donc je décide d'ancrer le MacDuck Manor. Sauf que, une fois que j'ai pris cette décision et que c'est trop tard, et que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, eh bien je me rends compte justement que le Maui requin, je ne peux pas le jouer parce que le board m'est déjà favorable, alors qu'il ne génère que très peu de l'or, et que si jamais je pose mon Maui requin, je donne un bi-prépare beaucoup trop glouton à mon adversaire. Faire du 3 pour 1, c'est une catastrophe. Et en plus, attraper mon Maui requin. Donc à l'instant T, là où j'ai valorisé le futur avec ce Maui requin, j'aurais dû plutôt prioriser le présent, c'est-à-dire prendre le MacDuck Manor. Je trouverai un Maui requin plus tard, même si pour l'instant je trouve pas de draw. Et là, j'aurais pu poser un manoir sur bord de vide qui aurait rendu la tâche très compliquée à mon adversaire pour venir le gérer et surtout qu'il n'aurait pas fait profiter d'un très bon bi-prépare. Là, je me suis retrouvé à prendre une carte avec mon bleu lumière qu'en fait, je ne peux pas jouer. C'est dramatique. Donc là, je fais une erreur. Je fais une erreur, mais happé par l'attrait du requin. J'ai pas pris le MacDuck Manor. Donc vous voyez ici, on est là pour décrypter les plays, évidemment. Si je fais une erreur, je suis aussi là pour vous le dire. J'aurais pu ne pas dire que j'ai fait d'erreur avec ce MacDuck Manor, mais c'est tout l'exercice de cette vidéo-là, justement. C'est un exercice qui est cool pour vous, parce que vous avez le commentary et mes lignes de play, mais c'est un exercice qui est cool pour moi, parce que ça me permet de me rendre compte de mes erreurs. Alors cela dit, cette erreur, je m'en suis rendu compte cash dans la game, à l'instant T. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas joué mon Maui requin pour le coup. Mais c'est toujours bien, je trouve, de réanalyser tes parties quand tu as la possibilité de. Bah, lui, il n'a pas le board, donc il peut développer son requin. Il a tout à fait raison d'ailleurs. Du fait que je ne joue pas de Let It Go, qui est la seule différence avec la liste de DKP, bah, du coup, j'ai pas de gestion à ce Maui requin. C'est pour ça que le mirror, il peut être un peu bizarre. C'est requin répond à requin ou alors bi-prépare. Et là, je suis dans un spot où c'est tellement grave pour moi de prendre ce requin que je vais être obligé peut-être de bi-prépare mon propre board pour attraper son requin. Et j'ai pas le droit juste d'engager Tala pour prendre du lore. Donc je suis vraiment dans un spot un peu exécrable où je vais d'abord commencer par développer un manoir de Bixou et passer le tour. Je peux pas engager Grand-Mère Tala. Donc là, je compte sur le fait que le Maui requin ne trade pas le MacDuck Manor en un tour. Si jamais il décide de prendre un de l'or, tant mieux. Si jamais il décide d'aller mettre 7 dans Manoir de Picsou, c'est pas grave, il est encore vivant. Si jamais il décide de mettre plus de board, je valoriserai le biprep. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délayé mon biprep. Je l'ai remis à plus tard en espérant avoir plus de value. Parce que là, en l'état, ce biprep, il troquait 2 cartes de mon board contre un de ces Maui requins, ce qui était déjà favorable pour moi. J'aurais été prêt à le faire si j'avais pas de Manoir de Picsou. Mais là, je me suis dit, ok, tu as un plan, tu développes d'abord le Manoir de Picsou, ça te générera un peu de l'or passif, ça va peut-être pousser ton oppo à donner plus de board pour aller chercher le manoir, et toi, tu pourras juste biprep le tour d'après. Je pense que là, c'était globalement le bon play.
Oh là, je sais pas ce que je fais des formes géométriques avec mes encres, ouais, je me rends compte que je fais n'importe quoi. Voilà, remets tes encres correctement. Ici, on aime bien les boards bien lisibles. Il y a deux choses qu'on aime bien sur la chaîne. Des boards bien lisibles et bien brillants. Ça, c'est important. Ok, alors là, je me fais chanter Pirates Live, c'est une catastrophe. Il prend 3 de l'or, moi je redescends à 2. Et là, c'est le moment où ça s'envenime, hein. Il y en a un qui a un Maui requin qui tourne et l'autre qui court derrière. Ça sent pas bon cette histoire, ça sent pas bon du tout. Cela dit, j'ai toujours mon manoir, ce qui est plutôt cool. Ok, il décide de me donner Grand-Mère Tala en plus dans ce biprep. Je crois qu'il n'était pas obligé de le faire. Il se sent obligé de le faire comme je l'avais prévu, de par le fait. Ouais, en gros, c'est ça. De par le fait que j'ai un manoir de Picsou et qu'il espère quand même s'en débarrasser, il est obligé de proposer 9 de patates sur son board pour pouvoir le gérer en 2 tours. Sauf que moi, dans mon plan, c'est de biprep quoi qu'il advienne. Donc peut-être que s'il avait anticipé mon plan bipreperd que j'ai délayé d'un tour avec ce manoir de Picsou, il aurait pu ne pas jouer Grand-Mère Tala parce qu'il savait que j'allais quand même dans tous les cas biprep. Peut-être un peu advance ce que je raconte, mais pour les joueurs les plus aguerris, ça paraît logique, je pense. En gros, je pense qu'il m'a donné un peu cette grand-mère Tala et qu'il n'avait pas besoin de le faire. Qu'elle soit là ou pas, j'aurais probablement biprep son Maui requin. On va chanter Bleu Lumière avec notre Maui. On va prendre un de l'or et évidemment, on va raser ce board. Ce qui me permettra du coup de gérer son requin et surtout de détaper avec un manoir de Picsou. Ce qui est relativement convenable au vu de l'écart de value que mon adversaire a généré avec moi. Et là maintenant, la catastrophe, c'est est-ce qu'il a un deuxième Maui requin? Et si jamais il le pose là, bah, je me retrouve bien battu. Mais je crois que je pouvais pas faire autrement. Genre, à part mon choix de prendre un Maui requin devant un manoir de Picsou, je crois pas avoir fait d'autres grosses erreurs dans cette game. Les très bons joueurs de bleu-rouge, dites-moi dans les commentaires, je suis preneur de tous vos retours. Et là, ouais, il fait la pire séquence du monde. C'est-à-dire qu'après mon bipreperd, il fait ah ouais, ok, je vais te mettre un lieu et un Maui requin. Et moi, je sais que dans ma main, j'ai mon Maui requin. Et en fait, je voulais trouver le spot, le scénario pour pouvoir le dropper avant mon adversaire. Sauf qu'en fait, là, dans tous les cas, je serai en retard. Mais c'est fou la pression que met la carte dans le bon deck. Alors, j'insiste quand même sur ce que je disais à l'époque où je l'ai mis dans le flop. Il y a quand même plein de decks qui veulent pas l'accueillir et plein de situations où la carte fait rien. Contre les decks grid, incline pas ton board et tu mets un Zeus dessus. Ouais, je suis obligé de biprep dessus. Par contre, dans le bon deck, la carte, elle a un plancher qui est très bas, mais elle a un plafond qui est très très haut. Et quand tu ne vois que le plafond, ce qui est le cas dans ce mirror, c'est-à-dire qu'un Maui requin sur le board, bah, ça te détruit quoi. La carte fait vraiment très peur. Et il a un troisième Maui requin avec un deuxième MacDuck Manor. Et c'est là où on voit toute la différence entre lui et moi. C'est que lui a pioché beaucoup plus de cartes dans cette game. Et donc, du coup, trouve beaucoup plus de cartes clés. En tout cas, il arrive à recomposer son board à chaque fois. Ce qui fait que moi, je suis tout le temps à la traîne. Et là, je vais jamais réussir à solutionner cette situation. On a entamé une course, sauf que mon adversaire est très, très devant. Et donc, ouais. Et donc je disais, ouais, ce Maui requin, quand c'est un top, c'est un supra top. C'est pas un dinosaure d'ailleurs, un supratop. Euh, et quand c'est un flop, en fait, c'est pas que c'est un flop, c'est juste qu'on le joue pas dans d'autres decks qui auraient pu l'accueillir. Donc ouais. Ivre, il se rend compte que le flop était en fait un top, je pense. Il fallait juste acter que c'est son deck en fait, c'est bleu-rouge. Il n'y avait pas nécessairement besoin de le voir jouer en violet-rouge ou autre quoi. Et là, c'est perdu, hein. Il décide de biprep parce qu'il sait qu'il a deux manoirs et que j'aurai absolument rien pour solutionner ces deux manoirs-là. GG à mon adversaire, je lui dépose une main avec Pirates Live Brawl et je sais même pas quelle était la troisième, mais absolument rien de significatif. Voilà, bien joué à lui.
Ça conclut donc ce petit gameplay commenté. Dites-moi si ça vous a plu, bien évidemment. Dites-moi ce que je peux améliorer. Cette fois-ci, j'ai fait une deck tech pour vous présenter le deck en amont. Je vous mettrai le lien en description. J'ai proposé 2 gameplays et non pas un cette fois-ci. Voilà, petit à petit, on affine, on fait évoluer le format et vous me direz petit à petit quelle est la forme ultime, le Super Saiyan de ce gameplay commenté sur Pixelborn. Merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.